Réfléchissez-y honnêtement. Qu'arrive-t-il à la plupart des hommes après le mariage? Leur cercle d'amis se rétrécit ou disparaît complètement. Leurs passe-temps deviennent égoïstes, à moins qu'ils ne servent l'unité familiale. Leur temps libre est absorbé par la gestion du foyer et les obligations familiales. Leur argent cesse d'être leur argent et devient notre argent, la femme contrôlant généralement la manière dont il est dépensé. Cela ne se produit pas par accident, c'est un système bien conçu. Les femmes comprennent intuitivement que la valeur d'un homme pour l'unité familiale augmente lorsque ses options en dehors de cette unité diminuent. Moins il a d'alternatives, plus il consacrera de ressources au maintien de la relation. Ainsi, morceau par morceau, choix par choix, sa vie indépendante est démantelée jusqu'à ce qu'il soit psychologiquement et économiquement piégé. Le génie de ce système est qu'il utilise les propres valeurs de l'homme contre lui, son désir d'être un bon mari, un pourvoyeur fiable, un père aimant. Ces nobles impulsions deviennent les chaînes mêmes qui le lient. Il collabore à son propre emprisonnement parce que la résistance lui semble égoïste et irresponsable. Carl Jung a écrit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement ». Mais pour les hommes mariés, la chose la plus terrifiante est de reconnaître à quel point ils ont été complètement domestiqués. Regardez le langage que nous utilisons, le boulet au pied, se faire passer la bague au doigt, sauter le pas. Même nos expressions courantes révèlent une conscience inconsciente que le mariage représente une perte de liberté, pas un gain de partenariat. Mais c'est là que ça devient vraiment sombre. Le système ne se contente pas d'exploiter les hommes. Il est conçu pour les rendre reconnaissants de cette exploitation. Le concept de « femme heureuse, vie heureuse » n'est pas de la sagesse populaire. C'est une programmation psychologique qui entraîne les hommes à prioriser l'état émotionnel d'une femme par rapport à leurs propres besoins, désirs et bien-être. Cela crée un déséquilibre fondamental du pouvoir où le bonheur d'une personne devient l'objectif principal, tandis que le bonheur de l'autre devient conditionnel à l'atteinte de cet objectif. Ce n'est pas un partenariat, c'est de la servitude avec un meilleur marketing. Schopenhauer a observé qu'un homme ne peut être lui-même que lorsqu'il est seul. Le mariage élimine systématiquement la solitude et l'indépendance qui permettent aux hommes de maintenir leur identité authentique. Ils deviennent progressivement ce que leur femme a besoin qu'ils soient plutôt que ce qu'ils sont réellement. La transformation se produit si lentement que la plupart des hommes ne la remarquent que lorsqu'elle est complète. Ils commencent par faire de petits compromis, sauter une soirée entre mecs pour maintenir la paix, choisir son restaurant préféré pour éviter les conflits, s'en remettre à son jugement sur les projets sociaux. Chaque compromis semble raisonnable isolement, mais collectivement, il représente un abandon complet de leur libre arbitre. Pendant ce temps, le comportement des femmes dans le mariage suit un schéma prévisible qui révèle la programmation biologique sous-jacente. Pendant la phase de séduction, elles maximisent leur attrait. Sexe fréquent, intérêt partagé, exigence minimale, agréabilité maximale. Après avoir obtenu l'engagement, la dynamique s'inverse progressivement. Le sexe devient une récompense pour bonne conduite, plutôt qu'une expression de désir. Les intérêts partagés deviennent non pertinents s'ils ne servent pas les objectifs familiaux. Les exigences augmentent, tandis que l'agréabilité diminue. La femme qui était autrefois désireuse de plaire se sent en droit d'être satisfaite. Ce n'est pas une manipulation consciente. C'est une programmation évolutive. Les femmes sont biologiquement programmées pour sécuriser les ressources et l'engagement, puis pour optimiser l'arrangement pour un bénéfice maximal. L'homme qui ne comprend pas cette programmation en devient la victime. Voici la réalité brutale que la plupart des hommes refusent d'accepter. L'amour de votre femme est fondamentalement conditionnel. Il est basé sur votre utilité, pas sur votre valeur intrinsèque. Au moment où vous cessez de fournir de la valeur, que ce soit par une perte de revenus, des problèmes de santé ou simplement en devenant trop familier, cet amour commence à s'évaporer. Les statistiques sur le divorce le prouvent.
Les femmes sont à l'initiative de 60 à 80% des divorces, et elles le font lorsque l'analyse coût-avantage du mariage bascule en leur faveur. Elles ne partent pas parce qu'elles sont malheureuses. Elles partent parce qu'elles peuvent obtenir de meilleures conditions ailleurs ou ont extrait la valeur maximale de l'arrangement actuel. Le système judiciaire familial, avec le juge aux affaires familiales, complète l'exploitation en veillant à ce que même le divorce ne libère pas l'homme de ses obligations d'extraction de ressources. La prestation compensatoire, la pension alimentaire et le partage des biens garantissent qu'il continue de payer pour une structure familiale à laquelle il ne peut plus accéder, ni dont il ne peut plus bénéficier. Mais c'est là que la situation devient une véritable guerre psychologique. Le mariage moderne n'exploite pas seulement les hommes économiquement. Il les détruit psychologiquement en attaquant leur sens fondamental de l'identité et de leur but. L'homme marié apprend que ses pensées, ses sentiments et ses désirs comptent moins que le maintien de l'harmonie domestique. Son rôle devient réactif plutôt que proactif. Il existe pour résoudre des problèmes, fournir des solutions et absorber les fardeaux émotionnels. Cela crée ce que les psychologues appellent l'impuissance acquise. Une condition où l'exposition répétée à un stress incontrôlable amène les gens à cesser d'essayer de s'échapper, même lorsque l'évasion devient possible. L'homme marié cesse d'affirmer ses besoins parce que l'expérience lui a appris que la résistance ne fait que créer plus de problèmes. Il développe ce que j'appelle le syndrome de Stockholm domestique, s'identifiant aux objectifs de son ravisseur et défendant le système qui l'exploite. Il se dit que le sacrifice équivaut à l'amour, que son inconfort est égoïste, que les vrais hommes mettent la famille d'abord, quel qu'en soit le coût personnel. La partie la plus insidieuse de cette programmation est la manière dont elle est renforcée par la société. Les médias célèbrent le père de famille qui sacrifie tout pour sa femme et ses enfants. La religion enseigne que l'abnégation est une vertu, et que les hommes doivent aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église par un sacrifice de soi complet. Même les autres hommes renforcent cette programmation. Les hommes mariés ne peuvent admettre la réalité de leur situation sans reconnaître leur propre défaite psychologique. Ils perpétuent donc le mythe que le mariage est un partenariat tout en vivant la réalité de la servitude. Si vous reconnaissez ces schémas dans votre propre vie ou vos relations, si cette analyse révèle des vérités inconfortables sur le mariage moderne, je vous encourage à aimer cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Votre engagement aide à garantir que ces conversations se poursuivent, que les hommes commencent à comprendre ces dynamiques psychologiques qui façonnent leurs relations. Les algorithmes répondent à votre participation, et votre soutien permet à ces idées d'atteindre les hommes qui en ont le plus besoin. La tragédie n'est pas que les femmes exploitent ces dynamiques, c'est que les hommes y sont si peu préparés. La société apprend aux hommes à être des pourvoyeurs et des protecteurs, sans leur apprendre à se protéger des personnes mêmes pour lesquelles ils pourvoient. Voici ce que personne ne dit aux jeunes hommes sur le mariage. Au moment où vous faites d'une femme votre principale source de bonheur, de validation et de sens, vous avez déjà perdu. Vous avez cédé votre souveraineté psychologique à quelqu'un dont la programmation biologique priorise ses besoins par rapport aux vôtres. Cela ne rend pas les femmes mauvaises. Cela les rend femmes. Leur comportement suit des schémas prévisibles parce que ces schémas ont fonctionné pendant des millions d'années d'évolution humaine. Les femmes qui pouvaient extraire avec succès les ressources des hommes se sont reproduites avec plus de succès que celles qui ne le pouvaient pas. Mais l'évolution n'a pas préparé les femmes à se soucier du bien-être psychologique ou de l'épanouissement individuel des hommes. Elle les a préparées à assurer leur survie et leur avantage reproductif. Le mariage moderne leur donne des outils légaux et sociaux pour poursuivre ces objectifs avec une efficacité sans précédent. L'homme qui comprend cette réalité cesse de prendre le comportement féminin personnellement et commence à y répondre de manière stratégique. Il reconnaît que le mariage n'est pas une question d'amour, c'est une question de levier. Et la personne qui a le plus d'options a toujours le plus de leviers. Schopenhauer a écrit « Toute satisfaction, ou ce qu'on appelle communément le bonheur, n'est en réalité et essentiellement que négative
et jamais positive. Il a compris que le vrai contentement ne vient pas d'obtenir ce que l'on veut des autres, mais de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit des autres pour se sentir complet. Ce principe détruit la prémisse fondamentale du mariage moderne selon laquelle le bonheur vient du partenariat et des objectifs de vie partagés. L'homme qui a besoin du mariage pour se sentir épanoui a déjà renoncé à son pouvoir. L'homme qui considère le mariage comme une option maintient sa souveraineté. Mais c'est là que la plupart des hommes commettent leur erreur fatale. Ils croient qu'ils peuvent négocier ou s'en sortir par un meilleur comportement. Ils pensent que s'ils communiquent plus efficacement, fournissent plus de ressources ou deviennent plus attirants, les structures fondamentales du pouvoir changera en leur faveur. C'est comme essayer de négocier avec la gravité. Vous n'avez pas affaire à des choix conscients. Vous avez affaire à des impératifs biologiques qui opèrent en deçà du niveau de conscience. Les femmes ne choisissent pas d'optimiser leurs relations pour un bénéfice maximal, pas plus que les hommes ne choisissent de trouver les femmes jeunes et fertiles attirantes. Le seul coup gagnant est de ne pas jouer selon des règles qui garantissent votre défaite. Voici le sombre secret que les hommes qui réussissent comprennent mais ne reconnaissent jamais publiquement. Au moment où vous devenez indispensable au style de vie d'une femme, vous devenez dispensable en tant que personne. Elle cesse de vous voir comme un individu avec des besoins, des désirs et des rêves. Vous devenez une fonction, pourvoyeur, protecteur, solutionneur de problèmes, absorbeur émotionnel. Cette relation fonctionnelle peut ressembler à un mariage de l'extérieur, mais c'est en réalité un esclavage sophistiqué avec des avantages sexuels occasionnels. L'homme fournit le travail et les ressources, tandis que la femme gère le foyer et contrôle l'accès à l'affection. C'est efficace, mais ce n'est pas un partenariat. Le coût psychologique de cet arrangement explique pourquoi les hommes mariés meurent plus jeunes, ont des taux de dépression plus élevés et ressemblent souvent à des ombres d'eux-mêmes. Ils ne souffrent pas du stress normal de la vie. Ils souffrent d'une exploitation psychologique chronique déguisée en amour. Mais la société ne reconnaîtra pas cette réalité car tout le système économique dépend de la volonté des hommes de sacrifier leur épanouissement individuel pour les obligations familiales. L'homme qui priorise son propre bonheur par rapport au devoir familial menace l'ordre social qui exige le sacrifice masculin pour fonctionner. C'est pourquoi les hommes qui remettent en question le mariage sont qualifiés d'égoïstes, d'immatures ou de phobiques de l'engagement. Le système ne peut survivre à une analyse honnête, alors il utilise la honte et la pression sociale pour empêcher les hommes de réfléchir clairement à la transaction dans laquelle ils s'engagent. C'est là que la philosophie de Schopenhauer devient révolutionnaire. Le moyen le plus sûr de ne pas être très malheureux est de ne pas s'attendre à être très heureux. Et de ne pas s'attendre à être très heureux, cela signifie ne pas attendre du mariage qu'il apporte le bonheur, l'épanouissement ou l'amour inconditionnel. Lorsque vous éliminez ces attentes, vous éliminez la déception qui détruit le bien-être psychologique de la plupart des hommes. Vous commencez à évaluer le mariage comme n'importe quel autre contrat, en fonction des termes, des coûts et des avantages, plutôt que des émotions et des attentes sociales. Vous vous demandez « Qu'est-ce que je retire de cet arrangement ? À quoi est-ce que je renonce ? Et cet échange est-il bénéfique pour mes intérêts à long terme ?» La plupart des hommes ne se posent jamais ces questions, car ils ont été programmés pour croire que l'amour transcende les considérations pratiques. Mais l'amour s'estompe, les émotions changent et les besoins des gens évoluent. Le contrat de mariage reste contraignant, peu importe ce que chacun en pense. L'homme qui aborde la relation de manière stratégique plutôt qu'émotionnelle maintient son pouvoir tout au long de l'interaction. Il ne renonce pas à son indépendance en espérant recevoir de la loyauté en retour. Il ne sacrifie pas son identité en attendant d'être apprécié pour cela. Il ne rend pas quelqu'un d'autre responsable de son bonheur pour ensuite lui en vouloir lorsqu'elle échoue inévitablement à le lui procurer. Cet état d'esprit stratégique nécessite de développer ce que Schopenhauer appelait l'art de ne pas être trompé. Vous devez apprendre à reconnaître la différence entre ce que les femmes disent et ce à quoi elles réagissent réellement.
Elles prétendent vouloir des hommes sensibles, émotionnellement disponibles, qui priorisent leurs sentiments. Mais leur comportement récompense constamment les hommes qui priorisent leur propre mission et maintiennent leur indépendance émotionnelle. Observez comment les femmes traitent les hommes dans leurs cercles sociaux. Le gars qui laisse tout tomber quand elle appelle est considéré comme acquis. Le gars qui est parfois indisponible parce qu'il a des choses importantes à faire est poursuivi. Le gars qui cherche son approbation pour ses décisions perd son respect. Le gars qui prend des décisions et l'invite à se joindre à lui maintient son intérêt. Ce n'est pas une tromperie consciente de la part des femmes. Elles croient sincèrement vouloir ce qu'elles disent vouloir. Mais leur programmation subconsciente répond à des signaux complètement différents. Elles sont attirées par la force, défiées par l'indépendance et ennuyées par la prévisibilité. Pourtant, elles feront honte aux hommes pour avoir manifesté ces mêmes qualités lorsque cela convient à leurs besoins émotionnels immédiats. L'homme moderne doit naviguer dans cette contradiction en comprenant que les désirs conscients des femmes entrent souvent en conflit avec leur programmation inconsciente. Vous ne pouvez pas écouter ce qu'elles disent vouloir. Vous devez observer ce qui génère réellement de l'attirance et du respect dans leur comportement. Au lieu de cela, il construit une vie si fascinante que le partenariat devient facultatif plutôt que nécessaire. Il développe des objectifs si prenants qu'il ne dépend pas des relations pour trouver un sens. Il devient si à l'aise avec la solitude que la compagnie doit véritablement ajouter de la valeur plutôt que de combler des vides émotionnels. Cette indépendance psychologique est attrayante précisément parce qu'elle est rare. La plupart des hommes sont si désespérés de validation et de connexion qu'ils accepteront presque n'importe quelle condition pour l'obtenir. L'homme qui n'a besoin de rien des autres devient psychologiquement magnétique. Le principe de rareté opère sans pitié dans les dynamiques amoureuses. Lorsque vous êtes constamment disponible, toujours d'accord et infiniment accommodant, vous signalez une faible valeur et des options limitées. La programmation évolutive des femmes interprète ce comportement comme une faiblesse génétique et une non-pertinence sociale. Peu importe à quel point elles apprécient consciemment vos efforts, leur mécanisme d'attraction subconscient se désactive en réponse à votre besoin. Considérez comment cela se joue dans la culture des rencontres modernes. Les hommes qui ont le plus de mal sont ceux qui font des femmes le centre de leur univers dès la première interaction. Ils envoient des messages immédiatement, disent toujours oui au projet, réorganisent leur emploi du temps sans qu'on leur demande et démontrent par chaque action que cette femme est la chose la plus importante dans leur vie. Ce comportement déclenche des sonnettes d'alarme biologiques dans la psychologie des femmes. S'il n'a rien d'autre dans sa vie, s'il est si désireux de plaire, s'il est si disponible si rapidement, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Pourquoi les autres femmes ne se disputent-elles pas son attention? Pourquoi n'a-t-il pas de choses importantes à faire? Pendant ce temps, les hommes qui génèrent une attraction obsessionnelle sont ceux qui traitent les rencontres comme un aspect intéressant d'une vie déjà épanouissante. Ils ont des missions qui comptent plus que n'importe quelle femme individuelle. Ils ont des normes qu'ils maintiennent, quelle que soit la pression sociale. Ils ont des limites qu'ils font respecter, même lorsque cela crée un conflit temporaire. Les femmes ne choisissent pas consciemment d'être attirées par ce comportement. Leur biologie fait le choix pour elles. Elles se surprennent à penser à l'homme qui ne répond pas toujours immédiatement, à se demander ce qu'il fait quand il n'est pas disponible, à travailler pour gagner une attention qui n'est pas donnée gratuitement. Cela crée une dynamique psychologique où la femme commence à investir plus d'efforts dans la relation qu'elle n'en reçoit. Elle commence à poursuivre plutôt qu'à être poursuivie. Elle commence à prouver sa valeur plutôt qu'à évaluer la sienne. Ce renversement de rôle est psychologiquement addictif pour les femmes, car il reflète les schémas de séduction naturels que leur biologie attend. Mais voici le paradoxe qui déroute la plupart des hommes. Moins vous avez besoin de relations, meilleures deviennent vos relations. Moins vous poursuivez, plus vous êtes poursuivi. Moins vous investissez émotionnellement, plus les autres s'investissent en vous. Ce n'est pas un jeu ou de la manipulation, c'est de la psychologie humaine de base. Les gens apprécient ce qui est rare et rejettent ce qui est abondant.
Votre attention, votre temps et votre investissement émotionnel deviennent plus précieux lorsqu'ils ne sont pas librement accessibles à tous. Le piège du mariage fonctionne en convainquant les hommes que la rareté est égoïste et que la disponibilité illimitée prouve l'amour. Mais la disponibilité illimitée ne prouve pas l'amour. Elle prouve le désespoir. Et le désespoir est le contraire de l'attirant. La programmation biologique des femmes est conçue pour tester la force psychologique des hommes par diverses formes de pression et de manipulation. L'homme qui échoue constamment à ces tests en priorisant ses émotions par rapport à ses propres principes perd son respect et son attirance. L'homme qui réussit ces tests en maintenant ses limites et ses priorités gagne son investissement et ses efforts continus. Elle ne choisit pas consciemment de respecter la force plutôt que la faiblesse. Sa biologie fait ce choix pour elle. C'est pourquoi l'adage « les gentils garçons finissent derniers » n'est pas juste une phrase amère, c'est une loi biologique. La gentillesse signale une faiblesse génétique, un besoin émotionnel et un manque d'options. Ces qualités déclenchent le dégoût plutôt que l'attirance dans la programmation évolutive des femmes. Mais voici la distinction cruciale que la plupart des hommes manquent. Être fort ne signifie pas être cruel. Être indépendant ne signifie pas être indifférent. Être sélectif ne signifie pas être abusif. L'homme psychologiquement souverain peut être gentil sans être faible, généreux sans se faire exploiter et aimant sans se perdre dans le processus. Il donne par abondance plutôt que par besoin, ce qui rend ses dons véritablement précieux plutôt que pesants. Cette transformation nécessite de tuer la partie de vous-même qui cherche la validation des autres. Vous devez devenir si intérieurement complet que l'approbation externe devient sans importance pour votre estime de soi. Vous devez développer des objectifs si prenants que les drames relationnels semblent triviaux en comparaison. Le chemin vers cette souveraineté psychologique est brutal et solitaire. Vous ferez face à des années de pression sociale pour vous conformer, vous installer, accepter des arrangements qui ne servent pas votre bien le plus élevé. Vous regarderez d'autres hommes abandonner leurs rêves pour le confort domestique pendant que la société célèbre leur maturité. Mais de l'autre côté de ce travail intérieur se trouve quelque chose que la plupart des hommes n'expérimentent jamais. La capacité d'interagir avec les femmes depuis une position de force plutôt que de besoin. Quand vous n'avez besoin de rien d'elles, vous pouvez apprécier ce qu'elles offrent sincèrement sans leur en vouloir pour ce qu'elles ne peuvent pas fournir. Vous pouvez aimer sans attachement, prendre soin sans contrôler et vous engager sans vous perdre dans le processus. C'est la différence entre des relations basées sur l'amélioration mutuelle et celles basées sur la dépendance mutuelle. Le complexe industriel du mariage survit en convainquant les hommes que l'indépendance équivaut à la solitude et que le sacrifice équivaut à l'amour. Mais l'indépendance n'équivaut pas à la solitude. Elle équivaut au choix. Et le sacrifice n'équivaut pas à l'amour. Il équivaut à une transaction. Le véritable amour améliore les deux parties sans diminuer l'une ou l'autre. Il crée de l'énergie plutôt qu'il n'en consomme. Il élargit les possibilités plutôt qu'il ne les limite. Il célèbre la croissance individuelle plutôt qu'il n'exige la conformité. Ces relations sont rares précisément parce qu'elles nécessitent deux individus psychologiquement complets plutôt que deux personnes essayant de s'utiliser mutuellement pour combler des vides internes. La plupart des gens ne sont pas disposés à faire le travail intérieur requis pour ce niveau de conscience. Mais pour l'homme qui développe cette souveraineté psychologique, le mariage devient un choix plutôt qu'une nécessité. Il peut s'y engager si cela améliore véritablement sa vie, ou l'éviter si les conditions ne servent pas ses intérêts. Quoi qu'il en soit, il reste libre. La vision ultime de Schopenhauer ne portait pas sur la nature des femmes ou du mariage. Elle portait sur la possibilité de transcender la programmation biologique par la prise de conscience. Lorsque vous comprenez les forces qui contrôlent la plupart des humains, vous pouvez choisir d'être contrôlé par elles ou non. La pilule rouge ne consiste pas à devenir amer ou cynique à propos des relations.
Il s'agit d'aimer suffisamment la vérité pour reconstruire votre vie selon la réalité plutôt que selon des illusions confortables. Il s'agit de développer la force de se tenir seul pour pouvoir choisir de se tenir ensemble. C'est là que votre vraie vie commence. Non pas lorsque vous obtenez enfin ce que vous pensez vouloir des autres, mais lorsque vous n'avez plus besoin de rien de personne pour être complet. Les forts n'évitent pas les relations parce qu'ils détestent la connexion. Ils exigent des relations qui correspondent à leur niveau de développement psychologique. Et dans cette souveraineté philosophique, ils découvrent une force qui attire les rares individus qui méritent réellement leur présence. Non pas parce qu'ils ont besoin de validation, mais parce qu'ils choisissent la connexion. Non pas parce qu'ils sont désespérés, mais parce qu'ils sont abondants. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à accepter les conditions que les autres vous offrent parce que vous avez peur d'être seul. Ou vous pouvez construire une vie si fascinante que les autres se disputent l'accès à celle-ci. Un chemin mène à l'esclavage psychologique déguisé en amour. L'autre mène à une véritable liberté qui rend possible l'amour authentique. La différence entre ces chemins n'est pas la chance ou les circonstances, c'est la conscience et le courage. Choisissez judicieusement. Votre futur moi en dépend. Coucou tout le monde! Dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Je suis toujours curieux de savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Et d'ailleurs, qu'avez-vous pensé de l'histoire que vous venez d'entendre? Est-ce qu'elle vous a touché ou fait réfléchir? Vos impressions sont précieuses. Où que vous soyez dans le monde, je vous envoie plein de bonnes ondes. J'espère sincèrement que vous et vos proches êtes en sécurité et en paix. Prenez bien soin de vous. Enfin, si vous aussi vous avez une histoire personnelle, une anecdote amusante ou une expérience inspirante à partager, n'hésitez pas à nous la raconter. C'est toujours un immense plaisir de vous lire et de découvrir vos univers.